Salut à toutes et à tous et merci pour votre temps. Je suis ici avec quelqu'un que les uns connaissent et que les autres ne connaissent pas encore et vont avoir l'occasion de les connaître là tout de suite. Il a plusieurs casquettes et il va pouvoir se présenter à nous et à vous qui nous regardez. Salut, docteur Kubwa. Oui, salut, merci, papa. Ça va, on est ici dans cette belle maison, mais c'est où précisément? Oui, ici, nous sommes À Sacramento. à Sacramento, Ok. dans la ville de Green Bay, Ok. en Californie. C'est juste une résidence familiale. Ok. Merci beaucoup. Docteur Kubwa nous a accueillis dans sa résidence ici en Californie, comme il a bien dit là. Alors, on va parcourir ce petit voyage ensemble. Après qu'il nous ait dit son nom, il va aussi nous parler de toutes ses casquettes. Tu es docteur et à part docteur, j'insiste là, de plusieurs casquettes. Lesquelles? Oui, merci beaucoup pour la question. Bon, comme vous dites qu'il faut se présenter, je commence par le nom. Je m'appelle Delphin Bugigi Kubwa. Dans la vie professionnelle, comme les gens le disent, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Je suis directeur informatique au ministère des Technologies dans l'État de Californie, aux États-Unis. Je suis aussi professeur d'université ici en Californie, où j'enseigne les sciences informatiques. Et également au Congo, à l'Université technologique du Congo, ITC, dont je suis le promoteur, Campus d'Uvira. Et dans la vie, sur le plan éducationnel ou académique, j'ai un doctorat en système, gestion des systèmes d'information, technologie et innovation. J'ai une maîtrise en technologie et gestion et aussi une licence en génie informatique de la faculté de Polytechnique. Voilà, je suis marié et père de famille. Voilà un peu en bref ce que je peux dire comme présentation. Oui, c'est inspirant, c'est motivant, ces records-là. Et nous sommes ici pour en bénéficier. Il a un PhD en informatique, comme vous l'avez entendu parler. Et félicitations, Dr. Kubwa. Il travaille aussi au ministère, l'équivalent du ministère de l'informatique. Oui, oui, le ministère des Technologies. Le ministère des Technologies ici en Californie. Oui. Ouais, voilà, chers Africains, votre fils est ici, bien placé, parce que le siège de la technologie, le siège international, le siège mondial de la technologie, c'est la Californie. Partout en Afrique, vous voulez innover un peu de la technologie, mais il est ici. Il est ouvert, contactez-les et à suivre. Cher docteur Kubwa, le doctorat en informatique, c'est pas facile. Résumez-nous un peu le sujet de tes recherches. Oui, oui. Merci beaucoup pour la question. Comme vous venez de le dire, la Californie c'est connu ou réputé comme la capitale mondiale des nouvelles technologies ou des technologies de pointe. Et nous sommes juste au cœur, juste dans le secteur public, à côté de Silicon Valley, réputé comme c'est la capitale, là où il y a toutes les grandes maisons dans le secteur numérique. Et la capitale de Californie, c'est juste à 2 heures de là. Mon parcours en informatique, ça date de, je dirais, plus de 30 ans. Je suis arrivé en Amérique en 1992. Un an plus tard, j'ai commencé à l'université de Sacramento à la faculté Polytechnique. Donc, génie informatique. C'est là où j'ai fait ma licence, diplôme d'ingénieur en génie informatique.
Et de là, j'ai embrassé la vie professionnelle. J'avais choisi le secteur public, contrairement à certains de mes amis et collègues, jeunes ingénieurs qui ont choisi le secteur privé. Pour moi, pour diverses raisons, j'avais choisi le secteur public. Je voyais un avenir dedans. J'ai commencé ce secteur. Et de là, j'ai continué à progresser comme un jeune ingénieur jusqu'au rang que j'ai aujourd'hui comme directeur informatique. Wow. Après plus de 27 ans dans ce secteur. Et pendant que j'étais là, j'ai aussi continué mes études. En Amérique, on fait plusieurs casquettes au même moment. Au même moment. Oui. On peut étudier, on peut travailler, Oui. et c'est tout. Okay. J'avais beaucoup à offrir dans le secteur public et dans ce domaine numérique. C'est comme ça que j'ai travaillé tout en étudiant. À ce temps-là, il y avait moins de gens qui étaient vraiment dans ce domaine. Il y avait moins de gens. Et j'avais cette opportunité, il y a de cela presque 30 ans, d'entrer dans ce secteur. Et j'ai eu la chance de progresser avec ces avantages-là. Wow. Et voilà, j'ai fait ma maîtrise en technologie et gestion. Et le goût de continuer la recherche ne s'était pas terminé là-bas. J'avais maintenant beaucoup à offrir comme un expert, un professionnel dans ce secteur, non seulement dans le secteur de l'éducation comme enseignant-chercheur, mais aussi comme un expert pour mener des enquêtes et faire des recherches qui vont faire des recommandations dans ce secteur de mon choix professionnel. Et c'est comme ça que j'ai choisi de poursuivre ma thèse doctorale. Un parcours qui a été long, avec plusieurs cascades, ça a pris presque 6 ans, plusieurs années d'interruption et puis ainsi de suite. Mais Dieu merci, on a finalement fini. Et voilà, c'est ça en bref la thèse en nouvelles technologies de télécommunications, et dont le sujet, le thème, c'est les rôles ou les devoirs, les responsabilités sociales des multinationales de télécommunications opérant en République démocratique du Congo et leur apport, leur contribution au développement du pays. C'était ça le sujet de ma thèse. Merci beaucoup. Excellent parcours. Que dis-tu, cher docteur, de ceux qui découragent d'une manière ou d'une autre des personnes comme vous qui font des études qui prennent très longtemps? Oh, ça dure. Non, ça c'est long. Oui, écoutez, le voyage de 1000 km commence par un pas. Ce qui est là et qu'il faut commencer. Et petit à petit, on finit à atteindre l'objectif. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Et j'ai fait un long parcours. Les 6 ans se résument avec plusieurs interruptions. Parce que la thèse doctorale en Amérique, il y a 3 grandes phases. Il y a la grande période de littérature, des cours de littérature, de séminaire. Ça prend presque 3 ans pour moi. Et puis l'examen compréhensif, presque 1 an, avant de commencer la rédaction proprement dite. 1 an et demi ou presque 2 ans. Donc c'est la pris du temps, mais aujourd'hui je suis content, on a fini. Donc ce que j'encourage aux jeunes gens, c'est de persévérer. Les études, ce n'est pas facile, hein? Surtout quand on parle d'un domaine si complexe comme l'informatique. Il y a plusieurs domaines ou disciplines qu'il faut maîtriser. Il y a la mathématique surtout. Il y a les sciences exactes comme le physique, les mathématiques, comme je dis, et d'autres chimie et consorts. Mais sans oublier aussi les statistiques. Hein? Ah oui. Alors, donc, il y a plusieurs domaines qu'il faut vraiment une grande combinaison. De ma part, avec plusieurs responsabilités dans ce domaine, il était question aussi d'avoir une perception générale, non seulement comme un technicien ingénieur,
mais aussi comme un gestionnaire. C'est pourquoi j'ai fait la combinaison de ce qu'on appelle la transformation numérique. Donc, quand on parle de transformation numérique, il y a les données, il y a les personnes, il y a la technologie. Et comment apporter une vision globale en tant que gestionnaire. Quand on est gestionnaire, on gère la technologie, on gère le personnel et on gère aussi les données. Voilà, c'est ce qui est pour moi aujourd'hui une double casquette dans ces domaines, avec un parcours technique et aussi managérial, comme directeur informatique et aussi comme chercheur, enseignant-chercheur. Je forme les jeunes ingénieurs dans ce secteur-là, à l'université. Ok, great. Il y a eu des moments difficiles, bien sûr. Certainement. Il y a eu des moments où tu n'as pas partagé avec quelqu'un, tu te disais au fond de toi que, avec toutes ces responsabilités. Mais qu'est-ce qui te gardait sur cette voie-là de toujours continuer? Il y avait un objectif. D'abord, je me suis à chaque étape assigné un objectif. Et chaque moment, je devrais visiter cet objectif. Où est-ce que je suis par rapport à l'objectif que je me suis assigné? D'abord, déterminer ma licence. Et après, à un certain moment, c'était de poursuivre les études approfondies qu'on appelle DEA chez nous, ou la maîtrise. Et là, c'est pas facile parce que je faisais déjà la combinaison de la vie professionnelle, les responsabilités familiales. Et surtout quand on étudie avec moins de motivation, on a déjà une profession, on se sent bien, à l'aise. Et je crois que le goût d'aller dans l'enseignement m'a donné un peu cette envie de continuer, terminer la maîtrise. Je suis un enfant de 2 enseignants. Il fallait aussi un jour visiter la carrière de mes parents. Et ici en Amérique, il faut avoir au moins une maîtrise pour enseigner dans l'enseignement supérieur universitaire. Voilà un peu, ça m'a gardé cette envie-là. Et après, je m'étais dit, bon, je suis enseignant, je enseigne, j'ai une maîtrise. Je dois retourner au pays, ce que j'ai appris dans ce pays. C'est pourquoi j'ai eu la vision de créer une université privée à vocation technologique. Et le nom de cette université? C'est l'Université technologique du Congo. Et en tant que promoteur, je dois aussi enseigner, je dois aussi guider les jeunes chercheurs. Il fallait aussi apprendre les nouvelles méthodes de recherche et l'apport de nouvelles technologies dans la recherche scientifique pour terminer ma thèse de doctorat. Et voilà, c'était aussi notre motivation pour moi de terminer ça et inspirer, guider les jeunes congolais dans comment les nouvelles technologies ont transformé le monde scientifique de recherche aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces mots de motivation. Donc, l'inspiration, c'est d'abord les parents. Merci aux parents. S'ils auront la chance de regarder cette vidéo, chers parents, merci pour avoir inspiré cet homme qui est devenu une inspiration pour la jeunesse qui est en train de monter. Oui, malheureusement, comme vous le dites, mes parents, ils me regardent de partir d'en haut, ils ne sont plus en vie. Un peu à leurs âmes. Mais au moins, je me rappelle quand j'ai commencé à enseigner, les premiers jours, la première semaine n'était pas facile. Et ma mère m'a visité et m'a dit que je suis content de te voir aussi comme enseignant. Et cela s'était resté dans mon cœur. Que ma mère voulait tout ce temps-là parce qu'ils étaient chez moi. Ils voulaient voir que je sois dans ce domaine. Et quand j'étais là, je me suis dit, j'ai répondu vraiment à ce que ma mère n'exprimait pas. Aujourd'hui, bien qu'ils ne sont plus de ce monde, ils sont fiers. Ils sont fiers. Ok. Amen à cette parole-là. Directeur technologique. Informatique, oui, ici en Californie. C'est pas donné à tout le monde. Alors, comment inspirez-vous ceux qui nous regardent, qui vivent en Californie, qui vivent aux États-Unis d'Amérique, de franchir ces pas, de ne pas avoir peur, de se dire que, ok, parmi les Blancs,
moi aussi je dois être là, compter parmi, malgré que je suis immigré, mais là où je mets les pieds, ça peut m'appartenir. Allez, un mot pour ceux-là qui hésitent encore, qui se disent que non, il n'y a personne comme moi là-bas, je ne dois pas aller. Oui, je sais que j'ai toujours dit aux amis, surtout nous en Californie ou en Amérique en général, nous n'avons pas vraiment un problème. Ce qui compte, ce sont les compétences. Hein. Quand on connaît et on est respecté, non pas seulement à cause de la couleur de la peau, mais ce que vous apportez sur la table. Voilà. Donc, à tout le monde de savoir que c'est possible, et surtout à mes compatriotes ici, si nous l'avions fait, ils me connaissent très bien, de plusieurs casquettes plutôt, que ils sont bien informés et chaque fois ils se demandent mais comment ce type il fait, comment il s'en sort. Donc ils peuvent aussi le faire, ils peuvent peut-être le faire mieux que moi. Et j'encourage tout le monde qu'il n'est jamais tard. Et ils peuvent ont beaucoup de talent, ils sont capables de faire plus que ce que nous avions fait. Merci. Et qu'est-ce que aussi la jeunesse, surtout je parle de la jeunesse peut attendre de toi. Maintenant que tu es docteur, ils peuvent se voir que bon, il est devenu monsieur on peut plus atteindre. Docteur, c'est un niveau trop élevé. Est-ce qu'il peut nous écouter? Est-ce qu'il peut nous approcher? Alors qu'ils ont besoin de t'approcher. Tu leur dis quoi? Bon, pour la jeunesse, je reste comme un parent. Je reste disponible pour toute orientation, conseil qu'ils peuvent vouloir de moi. Et je les encourage aussi. Je crois en eux. Je pense qu'ils sont capables de faire la fierté de notre pays dans ce pays d'accueil. Et ils sont capables de réaliser plus que nous. Aujourd'hui, la technologie a rendu toutes choses faciles. Les conditions dans lesquelles nous autres, nous avions commencé ces domaines, c'est différent d'aujourd'hui. Dans le temps, c'est un domaine qui était réservé, je ne sais pas quoi, mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut presque faire ce domaine. J'enseigne la programmation. Aujourd'hui, si vous utilisez l'intelligence artificielle, vous avez un problème, vous avez une solution. Donc, chaque fois quand on fait des rencontres, des journées scientifiques au début de chaque semestre, le débat c'est toujours autour de comment former les étudiants qui sont maintenant aujourd'hui plus intelligents que nous, les enseignants. Une parenthèse, est-ce que cette journée-là est accessible à tout le monde? Ce sont des journées, oui, accessibles à tout le monde. Peut-être que nous ne sommes pas informés. C'est une occasion que ceux qui sont intéressés dans les milieux universitaires. Il y a une semaine, la semaine avant l'ouverture du semestre, il y a toute une semaine qui est consacrée sur des réflexions scientifiques, où les chercheurs scientifiques et les enseignants partagent leur expérience. Et comment améliorer les méthodologies, les méthodes d'enseignement, comment perfectionner dans leur domaine. Et surtout, quand on se demande aujourd'hui comment évaluer l'étudiant aujourd'hui qui semble plus intelligent que l'enseignant. Il a les outils de nouvelles technologies dans ses mains. Toutes les questions que vous pouvez envisager pour son examen, il a les réponses dans ses mains. Donc ce n'est plus... l'enseignant doit essayer d'aller au-delà. Et l'étudiant, aujourd'hui, bon, il connaît, demain nous allons tel chapitre, il peut aller sur Google, il peut aller sur YouTube, sur Facebook, il entre en classe plus expert que l'enseignant. Donc il faut savoir comment orienter le débat. L'enseignant doit aller préparer dans la salle de classe, qu'il a affaire aux étudiants plus informés, non plus l'étudiant moins informé. Et s'il n'est pas informé, il n'a pas fait son devoir, il va se retrouver ridicule. Et en Amérique, on a le système d'évaluer à la fin de chaque semestre le professeur, l'enseignant, et les étudiants vont évaluer l'enseignant comme étant incompétent. Et je vous dis que le plus de 12 ans que nous sommes dans ce secteur, ça nous a appris comment être préparé devant l'étudiant, qui peut, si on n'est pas bien préparé, sembler être plus intelligent que l'enseignant. Voilà.
On doit se montrer qu'on est l'expert et orienter les questions de l'étudiant et les guider. Voilà comment un peu ce qui est aujourd'hui. La jeunesse, elle en a tous les atouts de faire mieux, de réussir. Ce qui manque, c'est souvent cette vision, détermination, et surtout notre jeunesse, elle perd plus du temps sur les réseaux sociaux, dans des choses inutiles. Encore une fois, d'une manière négative. Oui, la technologie est là, est disponible à tout le monde, mais il faut faire un choix. Exactement. Il faut faire un choix. Quand vous allez dans un magasin, il y a toutes sortes dans un magasin de Walmart, mais il y a des choses qu'on doit savoir pourquoi on est entré dans ce marché-là. Exactement. Donc, cette technologie, il y en a tout, mais il faut que la jeunesse sache gérer leur temps en rapport avec leurs priorités et pour mieux puiser de ces nouvelles technologies. Merci beaucoup, Dr. Kibois. Pouvez-vous nous parler d'une découverte particulière de tes recherches dont vous êtes particulièrement fier? Oui. Vous savez, chez nous, dans notre pays, tout le monde se demande toujours pourquoi les services de télécommunication, les services de communication sont tellement médiocres ou ne répondent pas aux attentes des utilisateurs. Deux fois, non seulement que la communication est extrêmement chère dans notre pays par rapport aux autres pays, même dans la région, mais aussi des connexions de mauvaise qualité, des problèmes de réseau. Des fois, vous payez les unités, elles se poussent sans que vous les utilisez, tout ça. C'était ça mon inquiétude, la problématique de cette enquête. Et j'étais très content de découvrir certaines recommandations sur ce qui est à la base de ça. Et ces recommandations, c'est entre autres, se formule sur 3 aspects de notre investigation. Notez. Il y a la première, c'est l'engagement ou la participation active des entreprises de télécommunications opérant dans notre pays pour contribuer au développement du pays. Parce que ce sont eux qui exploitent ce secteur. Ils sont responsables de moderniser ces infrastructures de télécommunications qui sont médiocres par rapport dans la région. Et ce sont eux qui tirent profit. Nous sommes au centre de l'Afrique avec presque plus de 50 millions d'utilisateurs. Mais qu'est-ce qu'ils font pour améliorer ces infrastructures qui répondent aux attentes de la population? C'est pourquoi vous voyez les Congolais aujourd'hui, nombreux se promènent avec 2 ou 3 téléphones à main pour se rassurer qu'il a la connexion, le réseau partout. Et ce n'est pas peut-être le cas dans d'autres pays. Et à part cette responsabilité des entreprises qui opèrent dans notre pays, dans ce secteur, j'ai aussi découvert qu'il y a aussi la volonté politique du gouvernement. Le gouvernement soit le problème de manque de compétences dans la complexité des responsabilités sociales des entreprises pour essayer de mettre ces entreprises devant leur devoir de contribuer, de moderniser ces infrastructures. Il peut aussi avoir un problème de corruption, soit ils sont facilement corrompus par manque d'informations de ce que ces entreprises peuvent faire. Et nous nous retrouvons devant ces entreprises, sont des experts, ils opèrent dans d'autres pays africains comme partout au monde, et quand ils se retrouvent devant un interlocuteur du gouvernement congolais moins informé, il peut facilement les manipuler, il peut facilement ignorer ce qu'il doit faire, et comme éthique commerciale, de bonnes pratiques et de responsabilités sociales, ils s'en sortent facilement. Ils sont là pour faire les affaires et non pas pour faire des lois du pays. Donc nous avons besoin des experts pour mettre en place des réformes, donc des mesures appropriées pour renforcer, pour mettre ces responsabilités devant leurs devoirs, ces entreprises devant leurs devoirs, des responsabilités sociales des entreprises. Nous avons aussi découvert, là nous parlons, quand du côté du gouvernement, responsabilité du gouvernement, nous parlons, les chiffres quantifiables, c'est environ 37%. Du côté des entreprises, 44%.
Et nous avons aussi au moins 20% ou 19% du côté de la population. Donc la sensibilisation, le peuple n'est pas tellement vraiment informé. C'est un concept chez nous peut-être moins connu ou formalisé. Et le peuple reste souvent dans l'ignorance. Qu'est-ce que ces entreprises qui opèrent dans notre pays, ils peuvent faire pour contribuer au développement? Et ça peut être ailleurs, c'est que le rôle de société civile. Parce que nous parlons ici de ce qu'on appelle le triple P, le profit, le peuple et l'environnement. Et le peuple aussi doit jouer son rôle s'il est bien informé de ce que ces entreprises devraient faire pour contribuer au développement de notre pays. Voilà un peu les découvertes, j'étais satisfait en menant cette investigation, cette recherche de découvrir qu'est-ce qui peut être fait dans notre pays pour contourner cette situation qui n'arrange personne, malheureusement. Oh, merci beaucoup pour ces découvertes. Et les ingénieurs de votre domaine vous ont bien accueilli? Oh, oui, certainement. Et nous avons eu la chance d'échanger avec certains experts. Donc, il fallait mener une étude qualitative et contacter identifier le nombre d'experts bien informés comment ce secteur travaille, ce secteur particulier de télécommunications, mais aussi leur compréhension sur les concepts de responsabilité sociale. Qu'est-ce qu'ils attendent de ça et qu'est-ce qu'ils comprennent et comment ce secteur de télécommunications contribue au développement du pays ou remplit ses devoirs de responsabilité sociale dans notre pays. Et nous avons vraiment eu des échanges avec au moins une vingtaine d'ingénieurs, des experts dans ce secteur-là. Ah, c'est bon, ok. Cher docteur Cuba, tu n'es pas qu'un homme scientifique, tu es un être humain. Qu'est-ce que tu fais pendant tes temps libres? Pendant le temps libre, j'aime non seulement m'amuser avec les enfants, je suis un père, grand-père, j'aime aussi échanger avec les membres de ma communauté, prendre part aux événements de la communauté. Je suis un homme de la société, bref. Donc, je suis actif sur les réseaux sociaux comme tout le monde. J'aime lire les réflexions des jeunes gens et j'aime aussi recadrer là où il faut le faire. Et j'aime aussi... Malheureusement, chez nous, les gens ne sont intéressés qu'à la politique et en dehors d'autres choses. Mais je suis aussi un homme qui aime beaucoup lire. J'aime lire, je suis toujours curieux. Et chaque chose que j'observe, je rentre, je suis en train de faire des recherches, c'est quoi au juste? Et qu'est-ce qui peut être mieux fait? Ou qu'est-ce qui se fait ailleurs dans ce secteur? Sport préféré? Le sport, j'ai eu la chance de participer et de faire le sport comme enfant, ce qu'on appelle chez nous le football, le soccer en Amérique. Et en tant que parent, j'ai passé un temps vraiment... un temps amusant avec les enfants. Ici, ce sont les filles plus qui jouent le football. Et je suis toujours sur le terrain de football avec les enfants, s'amuser avec d'autres parents, participer aux activités des enfants, des sports. Et c'est vraiment, ça fait plaisir pour moi. Et là, je suis toujours un parent content et à l'aise. Et ça fait aussi partie d'oublier certaines choses. Voilà, très bien, très bien. La musique préférée, c'est celle d'ici ou c'est celle du Congo? Bon, comme tout Congolais, j'aime la musique congolaise. Ça fait bouger des fois. Ça crée un nouveau dans l'esprit. Et ça aide aussi à réfléchir différemment. Bien qu'on vit toujours ici, on vit ici, mais le cœur reste dans notre pays. Voilà. Vous mangez américain, vous mangez congolais, les deux? Oui, les deux. Et quand avec madame, nous mangeons congolais. Avec les enfants. On mange américain parce qu'il c'est ça. On essaie de s'ajuster. Quand il faut dîner avec les enfants, on mange américain. Avec la famille, les amis, la madame, on mange congolais. Ok, wow, très bien. Ok, là, le parcours n'est pas à sa fin.
docteur en technologie informatique, si j'ai bien dit ça. Pour moi, c'est le voyage qui commence. Exactement. Oui. Alors, la première année, c'est d'après la première année, après avoir décroché ces diplômes, ces grands diplômes-là, est déjà ici. Alors, what next, comme on le dit? Oui, et la première année, c'est vraiment, nous sommes assignés comme objectif, après les découvertes dans cette recherche, de vraiment susciter un débat national scientifique sur ces concepts de responsabilité sociale des entreprises. Parce que ça relève d'un domaine qui peut déclencher le développement dans notre pays. Donc la première année sera consacrée sur des séminaires, des conférences au Congo, pour essayer de réfléchir avec les scientifiques ou la jeunesse ou les étudiants dans différentes universités ou campus sur ces concepts. Oui. Parce que le développement du pays ne dépend pas vraiment, il faut qu'on comprenne. Quand les autres on parle de triple P, peuple, profit et planète, qu'est-ce que cela signifie ailleurs? Les mêmes entreprises qui opèrent chez nous, par exemple, dans d'autres pays, ils ont leurs propres sièges sociaux, des bâtiments, des immeubles qu'ils construisent comme obligation, où l'État leur impose pour opérer. Si vous devez construire vos immeubles, vous ne devez pas être des locataires. Chez nous, ce sont des locataires. Et ils opèrent, ils font des profits. Et comment ils contribuent au développement de notre pays? Alors, c'est ça un peu mon objectif pour la première année, vraiment de sensibiliser la jeunesse à travers des séminaires, des conférences, sur ces concepts qui s'imprègnent des résultats de cette recherche pour faire la pression sur l'État, le gouvernement, et aussi sensibiliser, comme on a dit, il y a le rôle de sensibilisation populaire. Oui. Et quand ces multinationales, ils vont se rendre compte qu'ils ont affaire maintenant à un interlocuteur congolais, informé comme partout ailleurs de ce qu'ils devaient faire, ils vont commencer à contribuer de manière efficace au développement du pays. Et voilà, c'est ça l'objectif de cette recherche, de les pousser vraiment à faire comme il le faut ailleurs. Merci. Et c'est la meilleure personne, c'est la personne la mieux placée pour exprimer ou pour mettre à l'œuvre ce qu'il vient de dire. Il est au cœur de la technologie mondiale. Il travaille comme directeur technologique en Californie, qui est le siège mondial de la technologie. Le fils de l'Afrique, il est là. Profitez-en. Il est ouvert. Vous pouvez le contacter. Les portes sont ouvertes pour parler, partager avec les autres fils africains pour le développement de chacun de nos pays. Bien. Cher docteur Cuba, c'était un plaisir de passer avec vous ces moments. Merci. Vous avez beaucoup d'obligations, votre temps est bien calculé. Nous avons ouvert les portes et nous accueillir ici pour partager avec nous et le public qui nous regarde. C'est vraiment un plaisir et nous te remercions beaucoup. Un mot de la fin pour ceux qui nous regardent. Merci. Un mot de la fin comme message pour ceux qui nous suivent. Merci d'abord pour tous ceux-là qui nous suivent et qui vont nous suivre. Écoutez, quand on parle de nouvelles technologies, certaines personnes croient qu'il s'agit de la magie des mythes. Non. C'est un domaine aujourd'hui que tout le monde peut faire. Et c'est surtout, ces nouvelles technologies sont disponibles partout au monde aujourd'hui, pour tout pays qui se veut développer, moderniser, compris les nôtres. Donc ce qui manque, c'est cette volonté
non seulement de la jeunesse, de goût de continuer les études dans ces domaines, mais aussi nous interpellons le secteur public, l'État, les institutions, les établissements d'enseignement supérieur universitaire, enseignement primaire et secondaire, de tenir compte que cette technologie est ici, aujourd'hui, et il sera là-bas demain, et il n'ira nulle part. Donc la seule façon aussi de rattraper ou de se rattraper du monde, il faut s'informer, il faut former notre jeunesse dans ce secteur. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes, bien sûr. Et si vous avez besoin d'autres informations, plus de détails, je vais mettre les liens de ces informations en bas de cette vidéo. Et ça va vous faciliter la tâche pour pouvoir le contacter, parler avec lui, poser d'autres questions que vous avez concernant son domaine, ces domaines que vous aimez aussi. C'est un Congolais, Dr Cubois, avec toutes ses casquettes. Toutes ces casquettes-là sont au service de ceux qui nous regardent, de l'Afrique et de tous les nôtres. En attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas d'aimer, de partager, et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous ou avec cette conversation, allez-y, opposez-vous, mais d'une manière constructive. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci.